Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que j'ai l'impression de ne pas avoir posé la caméra et juste d'avoir discuté avec vous parce que j'avais préparé des vidéos en amont avant de partir en road trip en Italie et donc là c'est la première fois que je me pose après ce long périple pour parler avec vous de livres, bien évidemment, de lecture mais surtout de l'Italie et des petites choses qui se sont passées. Donc munissez-vous d'une boisson parce que ce vlog va être tellement long que j'ai décidé de le couper en deux parties pour que ce soit quand même plus agréable. Donc au programme sur ces deux vlogs, nous avons un road trip en Italie et plusieurs lectures à vous présenter. 7 ou 8 je crois. Donc écoutez, c'est parti, on y va pour la partie 1. Bienvenue dans cette partie 1, plus précisément dans le nord de l'Italie. Et j'ai décidé de couper, et ça tombait bien géographiquement, le voyage comme ça, en faisant le nord de l'Italie dans ce vlog-là et en vous présentant la moitié de mes lectures que j'ai lues à ce moment-là. Petit disclaimer concernant ce rythme de lecture. Premièrement, nous avions énormément de temps de train puisque nous avons fait tout le nord de l'Italie en train. Donc nous sommes partis de Marseille pour aller à Turin et déjà rien que ça c'était 6 heures de train, 7 heures de train, donc voilà, j'ai essentiellement lu dans le train, essentiellement parce que je voulais regarder une série que j'ai toujours pas terminée, mais bon bref c'est pas grave. Donc écoutez, je vous laisse avec les images de Turin qui était notre stop numéro 1 et si vous voulez savoir ce qu'on a fait avant, j'avais fait un vlog à Marseille.
Avant même d'arriver à Turin, donc dans le train entre Marseille et Turin, j'ai lu intégralement Ciao Bella de Serena Giuliano, qui est une autrice italienne mais qui écrit en français, qui a grandi en France. Elle est arrivée à l'âge de 12 ans je crois en France. J'ai respecté scrupuleusement ma palle pour l'Italie, donc si vous voulez aller la revoir. Donc ce livre qui fait moins de 300 pages, je l'ai dévoré dans le train, c'était trop bien, c'était une mise en bouche parce qu'en fait elle fait le chemin inverse de ce que nous on faisait. Elle part de l'Italie, elle arrive en France et elle va en partie aussi explorer ce thème de l'identité. Trop bien pour ça. L'histoire, de quoi ça parle? On va suivre Anna qui a énormément de peur, qui est assez traumatisée, on va pas se le cacher. Et en fait on a Anna qui est une figure quand même très symbolique de l'autrice, qui est un peu son alter ego ou son alter ego dans la fiction peut-être. Et Anna, elle va suivre des séances de psy et c'est ça qui nous est raconté, c'est ses dialogues avec sa psychologue. Et je trouvais ça hyper intéressant de montrer ça, qu'on montre quand même très peu dans la littérature. Et Anna, elle a toutes ses peurs parce que c'est lié à son enfance assez particulière. Et de fil en aiguille, elle va un peu laisser tomber sa carapace de femme très drôle, très acerbe, un peu sarcastique, que j'aime vraiment beaucoup. Et où on va aller creuser un petit peu la source de ses traumatismes et donc ce qui s'est passé dans son enfance, son rapport à son père qui était extrêmement violent, notamment avec sa mère. Donc elle a grandi dans un climat assez compliqué et du jour au lendemain, sa mère, pour échapper à cette violence maritale, prend ses 2 filles et repart vers la France. Anna arrive à 12 ans en France, dans un pays dont elle ne comprend pas la culture, dont elle ne sait pas ce qu'elle fait ici et surtout dont elle ne parle pas la langue. Donc ça va être quand même une expérience, comme vous l'imaginez, assez traumatisante. Anna, adulte, va retourner en Italie pour plein de raisons et notamment à la naissance de ses enfants, pareil, qui a été aussi une expérience qui a fait revivre ses traumatismes. Elle va essayer un petit peu de renouer avec cette part d'elle-même et un petit peu symboliquement faire la paix avec certaines choses. Ça va beaucoup l'apaiser. Donc le rapport au père est quelque chose de très important dans le livre. Ça peut être assez difficile à lire, il y a plein de trigger warnings, mais j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai ri et j'ai surtout versé ma petite larme. Écoutez, c'était parfait. En lecture très page turner. Peut-être que je me laisserai tenter par un autre de ces romans. En tout cas, ce qui m'a suscité une forme d'intérêt aussi chez moi, c'est à quel point ce livre semble fortement collé à l'histoire personnelle de l'autrice, donc de Serena Giuliano. J'avais un peu l'impression de lire de la sociofiction, voilà. Quelque chose comme ça. Donc écoutez, c'était une très bonne première lecture, ça m'a mis en jambes et quand j'ai vu que j'avais fini un premier livre avant même d'arriver à la première destination, je me suis dit, j'espère que j'ai bien calculé le niveau pile à lire, mais déjà les copines avaient des livres qui me tentaient beaucoup.
l'ordre de lecture n'est pas forcément l'ordre dans lequel on arrive dans les villes, mais bon, voilà les contraintes du vlog. Donc dans le vlog, nous venons de quitter Turin pour aller à Venise. Venise qui était un peu le highlight de ce voyage pour moi, c'était le truc que j'attendais le plus et où j'avais très peur d'être déçue, mais j'avais tellement d'images mentales, tellement d'attentes sur cette partie du voyage que en fait c'était trop beau, vraiment c'était trop beau et j'ai adoré, j'ai plus qu'adoré, ça a été un coup de cœur, c'était tellement beau que je vais raconter une petite anecdote de voyage. On s'est baladé avec une amie, puisque les amis sont venus et sont repartis au courant de ce voyage. On n'était pas tout le temps tout ensemble et le même nombre et les mêmes personnes. Bref, donc j'étais avec une amie. On s'est baladé 20 km un jour dans la ville. On a arpenté Venise de long en large, en travers, tellement que tout était beau et qu'on faisait que dire waouh et c'est beau. On a joué un jeu où c'était interdit de dire ces mots-là et puis tellement que c'était encore trop beau et pas suffisant, on a rajouté une règle interdit de faire un compliment qu'on a déjà fait. Et en fait, c'était tellement trop beau, quoi. Voilà, j'ai tellement aimé Venise. Mais bon, bref, vous avez vu les images, vous savez à quel point c'est magnifique. Donc je vous disais, ça correspondait pas forcément en termes de découpage de livres, mais j'ai lu La semeuse de vent de Mélodie Joseph, donc le tome 1 qui s'appelle La respiration du ciel, qui était un livre conseillé par Lucie, donc de la chaîne Lucie a lu, et c'est une duologie, et vous l'avez vu dans ma vidéo, cette saga que j'aimerais terminer avant 2026. Elle fait partie de ces sagas prioritaires vu que c'est une duologie, que j'ai bientôt là, cet après-midi. Je vais aller récupérer le tome 2 à la librairie, donc je vais aller le lire dans la foulée, je pense. Mais donc bref, dans ce livre-là, La semeuse de vent, qui est un livre d'afro-fantasy, j'ai très peu vu quand même cette inspiration, c'est par mini touches, et donc ça m'a un petit peu déçue. Mais n'empêche que j'ai vraiment bien aimé ce premier tome de duologie, et que je vais enchaîner avec le tome 2 déjà pour pas trop oublier ce tome 1, et voilà, ça fera une série de terminés. Bref, pour l'histoire. Ici, on est dans un territoire désolé qui s'appelle la Tourmente, un territoire très hostile où en fait il n'y a qu'un seul peuple qui peut survivre, qui sont organisés en clans, et ce type de peuple, on les appelle les solitaires. Un peu magiquement, un peu sans trop savoir d'où elle vient, on a Olive qui arrive dans ce monde-là et Neige qui est un solitaire va aller recueillir Olive. Mais il se rend bien compte que cette jeune demoiselle n'est pas du tout faite pour vivre ici, et entre ses contraintes personnelles, donc les contraintes de Neige et les contraintes du territoire, il prend la décision d'abandonner Olive dans un orphelinat. Et de fil en aiguille, Olive va se rappeler en fait son passé et comment elle est arrivée dans cette terre désolée qu'on appelle la Tourmente, et comment sa propre histoire en fait est mêlée à la géopolitique de ce monde-là qui est organisé en termes d'îles. Et je vous spoil un petit peu, donc si vous voulez le lire, parce que là déjà vous êtes super emballé par cette lecture de fantasy que j'ai vraiment bien aimé passer. Et donc en fait son histoire personnelle qui est liée à son île qui est disparue, pour pouvoir aller retrouver ses ancêtres et un petit peu se venger. Il y a vraiment une forte place de cette question un petit peu philosophique et morale de la vengeance. Elle va devoir partir en quête avec des personnages rencontrés au fil de son existence, en quête d'une boussole magique pour retrouver son île et donc retrouver un petit peu son histoire. Donc voilà, j'ai bien aimé. On est dans un monde assez original. Les petites touches d'afro-fantasy m'ont séduite, j'en aurais attendu davantage. Écoutez, c'était une bonne lecture de fantasy, vraiment. Un bon premier tome, une découverte d'une autrice francophone. Parfait, franchement, je suis contente. Plus qu'une saga à terminer et ça sera parfait. J'enchaîne avec un deuxième livre très rapide que j'ai lu avant d'arriver à Venise. Aussi pareil, je l'ai terminé assez rapidement. Non, je l'ai terminé, avant de partir de Venise. Donc ça me fera la transition un petit peu parfaite avec la suite du vlog. Et c'est Contes choisis, donc c'est des contes d'Edgar Allan Poe qui ont été choisis et mis dans ce recueil par la plus belle librairie du monde, qui est la Livraria Lelo, qui est une librairie, si je dis pas de bêtises, à Porto, donc au Portugal. Donc ce livre a quand même voyagé. Je l'ai acheté au Portugal et je l'ai lu en Italie.
Et il fait surtout partie de mon challenge. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas constitué de pales, allez-y. Mon challenge pour éviter qu'il devienne des reliques. Donc, dans lequel il faut lire en juillet un livre acheté et non lu en janvier, en août un livre acheté et non lu en février, etc. Donc bref, celui-là c'était pour juillet. J'ai détesté c'est peut-être un mot trop fort, mais j'ai vraiment pas aimé. Il y a 6 contes dedans et il y en a un où vraiment j'étais en haleine, les autres je me suis ennuyée fermement. Vraiment, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est censé être du fantastique, on sait pas trop si c'est vrai, pas vrai, mais en fait le mystère ne prenait pas, ça ne m'intéressait pas. Il y a un crime qui était assez mystérieux et lui qui m'a intriguée, mais le reste je me suis ennuyée fermement. C'est un homme qui s'écoute parler, qui s'écoute écrire, j'ai envie de dire, et en fait on a des propos philosophiques, moraux qui sont complètement dépassés, qui ne m'ont pas du tout intéressée. Bref, c'était vraiment un fail total, tellement que j'ai lu en diagonale les 2 derniers contes parce que je me suis tellement ennuyée que c'était pas possible de m'imposer ce genre de lecture. Vraiment, ça ne m'a pas du tout plu. Je suis déçue parce que je m'attendais à quelque chose de... Enfin, pour moi, Edgar Allan Poe, c'est cette esthétique très sombre, très mystérieuse. Et j'avais envie de retrouver ça. Et en fait, pas du tout. Le mystère, on aurait dit... c'est pas du tout dépressif ce que je vais dire. Mais en fait, on aurait dit des enquêtes à la Hercule Poirot. Et on dit pas que Agatha Christie, elle fait du mystérieux, du macabre, du sombre. Et donc, soit j'ai pas lu les bons contes et c'est possible, soit en fait il y a quelque chose que j'ai loupé, ce qui est aussi possible. Bref, ça a été un fail total. Mais voilà, au moins j'aurais testé, je me serais fait mon avis et c'était pratique à transporter. Du coup, il est rentré pile dans ma banane. Donc en fait, voilà, c'était très bien. Et donc, nous quittons malheureusement Venise pour arriver à Florence. Florence où on est resté une après-midi. Voilà, on en reparlera juste après. Je vous laisse avec les quelques images de Florence. Nous sommes restés qu'une après-midi à Florence parce qu'on avait fait un petit peu le tour et la troisième amie qui nous a rejointes avait déjà visité Florence et nous avec donc l'amie numéro 1, celle qui était à Venise, elles ont dit que j'avais le droit de mentionner leur prénom et j'aurais dû commencer par ça parce que ça aurait été largement plus simple. Mais bon bref, je me suis embourbée. On va continuer comme ça. En une après-midi, on avait fait quasiment tout ce qu'on avait envie de voir à Florence. Et comme on avait loué une voiture, c'est un des 2 spots où on avait une voiture, on s'était mis en tête qu'on allait plutôt explorer la Toscane et du coup faire la campagne environnante. Et c'est ce qu'on a fait et vous allez découvrir ces images dans le prochain vlog. Mais il faut que je vous parle de ma dernière lecture de ce vlog-là que j'ai lu le soir à Venise. C'était trop bien. C'était Romy et Julius de Marine Carteron. Je l'ai dit dans ma vidéo Pâle pour l'Italie, le trope de Roméo et Juliette, c'est vraiment un de mes tropes préférés. Voilà, j'assume. Et ici, on va avoir une réécriture de Roméo et Juliette à plusieurs étages et c'était vraiment
trop bien. Il n'y a pas que Marine Carteron qui a écrit, mais j'ai oublié le nom de la deuxième autrice, mais comme l'image de la couverture apparaît à l'écran, vous l'aurez. Et donc ici, on a la première étape, c'est une réécriture donc, de Roméo et Juliette avec Romy qui est une jeune fille d'un boucher. Et on a Julius qui est vegan, qui est végétarien je crois, pas encore vegan, mais qui se pose cette question-là de parents très bobos parisiens qui ont déménagé dans un village de campagne. Enfin voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance. Et du coup, dans cette histoire, les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre. Le problème étant qu'il y en a un qui est végétarien et l'autre qui est fille de boucher, qui a un régime alimentaire carné, et donc ça va créer des tensions. Je vous disais, c'est une réécriture à plusieurs étapes parce que c'est un petit peu le prétexte pour moi de ce que j'en ai retiré dans cette histoire pour parler de deux choses assez importantes. La première, c'est une inversion des codes liés et de stéréotypes en fait liés au genre, avec d'un côté on a une Romy qui est censée représenter Juliette. Juliette, c'est une fille de 14 ans qui est un petit peu, pas forcément passive, mais qui est pas très active quand même, enfin qu'on n'a pas une représentation d'elle très active. Et là, Romy, c'est une jeune ado qui a pas sa langue dans sa poche, qui ne correspond pas au code vestimentaire de la féminité, au code physique de cette féminité, et ça lui va très bien, et elle est souvent décrite comme très jolie. Et je trouve que ce contraste est très intéressant vu qu'on a de l'autre côté le fameux Roméo qui s'appelle Julius, qui est un garçon qu'on pourrait peut-être pour certains qualifier d'efféminé, qui aime bien la danse, qui aime bien prendre soin de son apparence. Et du coup, je trouve qu'on a une inversion comme ça des codes et je trouve ça très intéressant. D'autant plus qu'ils doivent jouer la pièce de théâtre Roméo et Juliette, donc un double clin d'œil, et que dans cette pièce de théâtre, on leur demande de mettre un peu d'eux-mêmes, et tout le propos de jouer cette pièce de théâtre par les professeurs, c'est de la rendre plus moderne. Et là, je trouve que la boucle est bouclée, le clin d'œil est rendu. On a un Roméo et une Juliette beaucoup plus moderne, et j'ai adoré. Et l'autre point qui est évoqué dans cette histoire, c'est les régimes alimentaires, bien évidemment, mais les tensions que cela peut susciter à l'échelle d'un village, mais enfin, d'une communauté au sens peut-être plus large. Et là, j'ai trouvé ça intéressant comment on a des compromis qui sont faits progressivement, des moments où les deux clans ne s'entendent pas et les tensions que ça peut causer, et aussi les moments où les deux clans en fait doivent cohabiter et donc ils doivent trouver des solutions pour ça. Là où je mettrais un bémol, c'est que je trouve que autant le régime carné est peut-être moins caricaturé que le régime végétarien, vegan, et je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus subtil dans la représentation de ce modèle-là, ou même l'activisme végétarien est assez décrié au final. Voilà, je trouvais que ça, c'était un petit peu le bémol du livre, mais en tout cas, pour une réécriture de Roméo et Juliette, ça a très bien fonctionné. Donc, voici mes 4 premières lectures pour ce vlog partie 1 de l'Italie. J'ai très envie de faire quelque chose depuis quelques temps, donc on va voir, écoutez, on va essayer et on va voir ce que ça rend au montage. Donc voilà pour la partie 1 du vlog spécial Italie, j'espère qu'elle vous aura plu. La partie 2 arrive très prochainement, la semaine prochaine. En attendant, je vous dis merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, ne serait-ce qu'avec soit un drapeau italien ou des citrons ou du soleil. On va vraiment faire en sorte que le soleil reste le plus longtemps possible sur cette chaîne, mais en général. Bref, et je vais vous laisser avec des images de la suite, un petit teasing. Et moi, je vous dis encore une fois merci vraiment du fond du cœur de regarder mes vidéos, ça me touche vraiment beaucoup. Et donc, à la semaine prochaine pour la suite de ce vlog.